Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est sur les longues et belles plages du Nord que je vous retrouve. Nous avons la chance d'avoir rendez-vous avec 3 personnes, 3 amoureux de leur territoire. Aujourd'hui, on parlera donc d'histoire, d'art et de tradition avec 3 personnalités particulièrement attachantes. Pour commencer, j'ai rendez-vous avec Pascal Leroux. Pascal, c'est une figure emblématique du célèbre carnaval de Dunkerque, cette joyeuse fête du début d'année. Je le retrouve dans son atelier car depuis qu'il est tout petit, Pascal pratique la peinture et la sculpture. Après une carrière de marin, il profite de sa toute jeune retraite pour s'adonner à fond à sa passion. En ce moment, il confectionne des petites figurines à l'effigie des carnavaleux qu'il appelle les petits butch. Alors, majoritairement, c'est des personnages du carnaval et comment tu travailles? C'est-à-dire que tu représentes des gens qui existent vraiment ou bien Principalement, c'est tous des personnes qui existent. Donc, je travaille d'après photo. Et puis, souvent, c'est une surprise, c'est un cadeau d'anniversaire, un mariage. Et ces costumes, parce que donc toi, tu les reproduis en version figurine. Ouais. Comment ils sont créés, en fait? Parce que chacun, effectivement, a le sien et on voit que à la fois, ils sont tous extrêmement colorés, mais il n'y en a pas deux pareils. Et Justement, ça représente quoi, un costume? c'est que nous, on appelle ça un kletch. Un kletch, c'est un habit, on va au marché, on achète une vieille jupe, on a une vieille veste, et puis chaque personnage a une histoire, sa propre histoire, son propre personnage. Et le tien, par exemple, c'est quoi? Le mien, c'est la bergère des Flandres, donc c'est les Flandres. Maintenant, j'ai une barbe, donc depuis 1 an, j'ai une barbe. Donc je suis maquillé, c'est un maquillage qui est en souvenir de mon père. Pascal, dans la vie d'un Dunkerquois, le carnaval, ça représente quoi? C'est les traditions, c'est la fraternité, c'est le partage, c'est la fête, c'est le respect et c'est des traditions qui datent de la pêche en Islande, des marins pêcheurs. C'était quand ça? Ça date de combien de temps? C'est dans les années fin 1800. Ils partaient donc justement la période de Mardi Gras et les marins préparaient leurs affaires. Et puis après ils faisaient la fête avec une avance que leur faisait leur patron. Et ils faisaient la fête justement pour oublier ça, parce que quand ils partaient, ils n'étaient pas sûrs de revenir. Il y avait les maladies, il y avait les naufrages, il y avait les accidents de bord, etc. Il y a des règles hyper précises, non, sur comment il faut marcher, avancer. En première ligne, on respecte déjà la musique, et puis par moment, la musique s'accélère, et puis c'est là qu'il y a des chahuts. Les personnes, ils se regroupent de plus en plus, et puis la foule, elle se compresse, et puis ça crée les chahuts. Et le carnaval, ça s'explique, mais c'est surtout ça se vit. Ça se vit, voilà. Donc en fait, il faut venir. Je prends maintenant la direction de Zuidcote, une commune située au nord de Dunkerque. J'ai rendez-vous avec Bruno Pruvot. Bruno a 2 qualités dans la vie. Il est curieux et passionné. Alors, quand il s'intéresse à un événement, il veut tout savoir. Zuidcote, elle, a une double particularité, c'est qu'elle a vu passer les 2 guerres mondiales sur son territoire. Alors, pour m'en parler, il m'a donné rendez-vous dans le cimetière militaire de la ville, une nécropole nationale de la guerre 14-18 où Bruno a fait d'étonnantes découvertes. Donc en fait, on a une célébrité ici, mais on ne le savait pas avant que toi, tu te mettes à aller chercher les noms de chacun de ces soldats, c'est ça? En fait, il n'y avait pas à chercher loin, il suffisait de mettre son nom sur internet et on tombait sur des cartes postales de l'époque et puis cette histoire qui était arrivée là. Il suffit de s'intéresser aux gens qui sont là pour trouver peut-être des histoires extraordinaires. Il y a lui, mais il y en a d'autres. Et lui, oui, donc c'était le premier à avoir volé la tête en bas. Et comment il est arrivé là? En fait, il s'est engagé comme aviateur. Et le 14 janvier 1915, en fait, au décollage ou à l'atterrissage, on ne sait pas, il était blessé. Et il est venu donc au sanatorium se faire soigner. Et il est mort des suites de ses blessures, et donc il est là.
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce cimetière? Il est particulier pour moi parce qu'on retrouve plusieurs nationalités. On a donc des soldats 1200 soldats français qui y sont enterrés. On a aussi des Anglais. On a ensuite des tombes des Allemands. On a toutes les nationalités aussi de naissance. Ça va de l'Argentine aux États-Unis, de toutes les nationalités, surtout de toutes les régions. J'ai fait une fiche pour chaque soldat qui sont enterrés ici. Et donc là, je peux faire par exemple des statistiques, parce qu'on pourrait croire qu'ils sont tous morts le fusil à la main. Mais malheureusement, presque la moitié sont morts de maladie. La particularité, en plus de ce cimetière, c'est qu'on a un deuxième carré qui se trouve un peu plus loin, qui se trouve à côté. En fait, c'est les soldats qui sont morts en mai-juin 40 durant l'opération Dynamo. Et c'est vrai qu'en cherchant, je me suis aperçu que depuis 1957, aucune cérémonie avait été faite dans ce cimetière. On les a oubliés en fait. Et donc lors du 75e anniversaire, avec la municipalité de Zuydcoote, on a décidé de marquer le coup. Et on a fait une belle cérémonie ici dans ce cimetière. Et on le refera dans 5 ans, en 2020, pour ne pas les oublier. L'opération Dynamo qu'évoque Bruno, c'est l'un des moments majeurs de la Seconde Guerre mondiale. Entre fin mai et début juin, les forces anglaises ont organisé le sauvetage express de près de 400 000 soldats retranchés à Dunkerque. Au final, cette opération aura permis de sauver la vie à près de 350 000 soldats. Là, on est en mai 40. Qu'est-ce qui se passe ? Là, il faut imaginer des milliers de soldats sur la plage, dans les dunes, en train d'attendre un rembarquement. Et en fait, au tout début, ça commence le 26 mai, au tout début, ce sont les Anglais qui embarquent et pas les Français. Donc les Français arrivent un peu perdus. Dans le film Week-end à Zuydcoote, on le voit très bien, où ils se font des petits campements dans les dunes. Ils ne savent pas trop où aller, où est-ce qu'on embarque, En fait, c'est pas organisé. Et les Français auront le droit officiellement de rembarquer après le 29 mai, après que le roi de Belgique a capitulé. Alors tu parlais d'un film Week-end à Zuydcoote, mais il y a un autre film qui a été tourné ici il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est Dunkerque, c'est ça ? Le fameux film de Nolan, Dunkerque, qui a été tourné à Dunkerque, sur les plages même de cette opération. Et je crois que tu as participé au tournage, non ? J'ai eu la chance de participer, malgré que là j'étais limité, j'ai réussi à passer à travers. Et effectivement, j'ai participé à la grande scène où on voit tous ces soldats sur la plage. L'histoire, alors c'est pas ton métier à la base, mais t'es quand même une personne importante dans la redécouverte de l'histoire de Zuydcoote. Qu'est-ce qui te motive ? Tout simplement, je me balade, c'est comme les épaves qu'on trouve ici, je me balade, je vois cette épave, je me pose des questions, je veux savoir ce que c'est. Et quand j'ai pas la réponse, je cherche. Et quand je cherche et je trouve quelque chose de passionnant, de fascinant, il faut que je le partage. Bruno aime plus que tout partager son immense savoir, et à quelques centaines de mètres de là, sur la plage, il nous emmène voir une épave, véritable témoin de l'opération Dynamo. Le soleil est en train de tomber sur Zuydcoote et j'en profite pour une dernière balade avec un autre Bruno. Il est artiste et sa passion à lui, ce sont les longues marches sur la plage qui l'inspirent pour créer ses œuvres. Depuis des siècles, la mer du Nord est un endroit dangereux pour la navigation. Parce que la configuration, il y a des bancs de sable, c'est ça ? Voilà, on voit les bouées, on peut être à 10 km et être à pied sec, surtout en ce moment, ça a des très grands coefficients. Donc on peut être à pied sec sur les bancs. Donc c'est des situations très dangereuses pour lesquelles les corsaires dunkerquois étaient très forts puisqu'ils savaient naviguer entre les bancs, ils connaissaient très bien. Ça c'est quelque chose qui t'inspire toi en tant qu'artiste de toute cette histoire, les corsaires Je suis imprégné de tout ça parce que je suis natif d'ici et que j'ai embarqué très tôt à la pêche à l'âge de 12 ans. Ah oui. La nuit, l'hiver. Je viens d'une famille de pêcheurs, de marins. Donc oui, c'est toute l'histoire. Et puis mes ancêtres qui étaient mes arrière-grands-oncles, grands-parents qui étaient à la pêche à l'Islande, des descendants de corsaires forcément. Donc on est tous imprégnés de cette histoire un peu des fils du soleil. Donc toi, tu viens ici te balader et qu'est-ce que tu as dans la tête à ce moment-là ? Le vide total. Moi, j'adore venir ici. Depuis que je suis tout gamin, j'adorais venir surtout quand arrivaient les tempêtes de novembre.
Parce que les Parce qu'il n'y a tempêtes personne. voilà. Du coup. Les tempêtes de novembre, non mais je savais que j'allais découvrir plein de choses. Il y a plein de trésors à découvrir. Et puis ce que ramène la mer aussi. À chaque marée, il y a des tas de choses à découvrir. Donc ça, par exemple. Alors ça, par exemple, c'est 2 morceaux de bateaux qui sont arrivés. Et ça, je récupère et je leur donne une deuxième vie. Bruno, on est rentré avec ceci. Et après, ça donne cela. C'est quoi les étapes? Une fois que tu as ça, comment tu imagines ce que ça va devenir? Je regarde déjà la forme du bois. Je le nettoie un peu, mais légèrement. Je ne savonne pas, juste de l'eau. Et puis je le laisse sécher un tout petit peu. Et à partir de là, je vais rien faire de plus. Je vais peut-être juste l'aplatir un peu pour qu'il puisse tenir. Et puis par exemple, ici, tu vois. Moi, je vois une tête. Là. Eh ben voilà. Parfait. Tu vas pouvoir travailler avec moi dans ton atelier, mais regarde. Tu vois. Et puis il y a déjà l'œil. Bah oui. Quoi de plus? Et là, on a créé un marin, un frère de la côte. Et puis à partir de là, on va lui rajouter peut-être un nez ou des bras, je ne sais pas, mais un tablier. Et puis il va nous raconter ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais en fait, toi, ta vie, elle tourne autour de la mer tout le temps, non? Parce que tu as commencé comme pêcheur, c'est ça? Ensuite, j'ai commencé très tôt à la pêche, oui, à 12 ans. Et après, tu as aussi bossé sur les bateaux, non? J'ai été charpentier de marine. Et j'ai été charpentier de marine simplement parce qu'un jour, je suis allé voir un vieux charpentier qui travaillait sur un bateau. Et je l'ai abordé simplement en lui disant, écoutez, vous allez bientôt arrêter votre métier. Est-ce que pour une dernière fois, vous êtes prêt à transmettre? Et il m'a dit, je vais transmettre. Et la peinture aussi, donc tu fais des sculptures, mais tu peins également? Je peins donc la mer, je peins les émotions, je peins ce que je ressens. Je peins la nature. J'ai la chance ici d'habiter à Zuidcote, dans la dune, il y a les dunes tout autour, et en toute saison, bien sûr au printemps et à l'été et à l'automne, il y a une floraison qui est fantastique. Et donc je peins cette richesse florale et je peins cette richesse que l'on voit aussi dans le ciel. C'est pour ça que l'on voit mes coquelicots s'envoler dans ce ciel flamand qui est magnifique. C'est sur ces jolies images que nous allons nous quitter. Mais si vous voulez en savoir plus sur Pascal et le carnaval, sur Bruno et sa passion de l'histoire, ou bien découvrir d'autres œuvres de Bruno, une seule adresse, terredefrance.tv. Et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles rencontres.